client il se sent accompagné. Relation client, relation client, relation client. On le martèle, mais c'est fondamental. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, un épisode qui va lancer le sujet, la continuité des sujets qu'on a eu en 2025, parce que ça reste très chaud, sauf que cette fois, Jonathan, tu vas nous partager des éléments complémentaires, différents de tout ce qu'on a pu entendre. Évidemment, on va beaucoup parler d'indépendance dans cet épisode, mais pas que. On va parler, tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qu'on va pouvoir échanger pendant une heure et quart ensemble, c'est de comprendre l'histoire de Cocerto, comprendre la vision de Cocerto, comprendre pourquoi je parlais d'indépendance, mais on va balayer le sujet, entre le fait que vous développiez votre outil, votre vision de où vous voulez aller, par rapport au sujet, tu vois, qui a été phare quand même, en plus de la facture électronique et de l'intelligence artificielle, qui est la financiarisation. Tu vas nous partager cette vision de cabinet qui se développe et cabinet quand même de taille où tu dois recevoir, on le disait en off, mais voilà, quand j'allume le micro, je redonne tout direct, où tu dois recevoir un nombre de LOI impressionnant, et c'est normal parce que j'ai l'impression qu'en 2025 j'ai presque envie de dire, si t'as pas reçu ta LOI, c'est que ça, il y a eu un problème. Mais donc du coup, vous êtes carrément dans la taille des cabinets qui est ultra cible, puisque je vais grossir les chiffres, mais on va dire 300 collaborateurs. Tu me diras si c'est ça ou pas après. Une vingtaine d'associés. Et voilà, j'ai vraiment envie avec toi aujourd'hui qu'on ouvre le capot de Cocerto, de l'indépendance, de la vision du cabinet, d'un autre discours que ce qu'on peut entendre ici, d'ailleurs aussi dans le podcast. Mais comme ça, au moins tous les auditeurs peuvent avoir un maximum de vision, et puis on va parler donc au menu du jour. Je fais des intros de plus en plus longues en ce moment, mais au menu du jour, voilà, on va parler mine de rien facture électronique, parce qu'on va diffuser début janvier. Et donc on est à 9 mois, un peu moins de 9 mois, voilà, le compteur sera parti. Il est parti. Ouais. Bah oui, il est parti puisqu'on diffuse en janvier. Donc là, vraiment, on y est total. Mais tu vois, on va parler facture électronique, intelligence artificielle. Vous développez votre outil. Comment tu fais pour garder face à tous les autres? Il y aura les questions qui piquent des membres de l'Accounting Business Club. Voilà, un peu l'ordre du jour. Et puis après, nul doute qu'on va dérouler comme on a failli commencer à le faire en off. Est-ce que le programme te convient? Parfait. Merci Alexis. Allez, écoute, Jonathan, avant de commencer, je te propose de te présenter un peu pour qu'on comprenne et qui tu es, et surtout le groupe, le cabinet Cocerto. Merci Alexis déjà de m'avoir invité. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir participer à ton podcast, et c'est vrai que dernièrement, sous fond de financiarisation, on entend beaucoup d'acteurs sur ce sujet-là. Et nous, on est un petit peu sur un schéma alternatif par rapport à tout ça. Alors, pour présenter Cocerto, ou plutôt d'abord pour me présenter, donc Jonathan Sturm, expert comptable, commissaire aux comptes, directeur général du groupe Cocerto depuis 2 ans maintenant. J'ai 39 ans, et quand on diffusera le podcast, je serai à 5 jours de mes 40 ans, en l'occurrence. J'ai une fille de 8 ans qui aura 9 ans quand on diffusera le podcast. Et aujourd'hui, Cocerto, c'est 290 talents, collaborateurs, 19 associés holding, 13 associés managers, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que c'est un schéma aussi atypique, même si on le rencontre de plus en plus souvent dans des cabinets de notre taille. On fait quasiment 30 millions de chiffres d'affaires, chiffre 2025. Et aujourd'hui, on est diversifié, surtout en zone géographique, sur l'arc atlantique, donc de Rennes, en passant par Nantes, notre siège social, La Roche-sur-Yon, la Vendée, un fort ancrage territorial en Vendée, Bordeaux, Biganos, le bassin d'Arcachon, et Paris, le bureau que j'ai la chance de diriger depuis maintenant 11 ans. Ok. Comme ça adresse bien donc bientôt 40 ans. Je pourrais ouvrir la crise de la quarantaine et tout, mais on n'y est pas, c'est pas du tout l'objet. Non, mais tu vois, ceci dit, blague à part, c'est intéressant parce que si on va rentrer direct dans le vif de la financiarisation, tu es le cabinet. Alors quand je dis tu, je vais parler de Cocerto, mais t'es le cabinet cible idéal, quoi. Un collège d'associés, j'imagine des nouveaux associés à faire rentrer, des associés qui doivent sortir. Comment
Comment ce sujet est abordé quand il y a un tel collège d'associés? Alors, c'est vrai qu'on est la cible idéale, 30 millions de chiffres. Enfin, je pense que ça doit faire rêver certains leveurs ou certains fonds. Cela dit, on a une particularité, c'est que notre moyenne d'âge associé holding est aux alentours de 45-46 ans. Donc, on n'est pas forcément la cible idéale. Parce qu'aujourd'hui, la cible idéale, ça reste quand même des cabinets boomers qui n'ont pas forcément préparé leur succession et qui potentiellement ont un beau cash out à faire en prévision de leur retraite. Nous, on est assez loin de tout ça. On prépare d'ailleurs la suite, parce qu'on est d'ores et déjà en train de travailler sur l'intégration des plus jeunes en vue des sorties à 5-10 ans, voire même 15 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sollicité par des banques d'affaires, par des structures d'M&A et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en réunion associée, je te le disais en off, on est 19 associés et aujourd'hui, personne ne lève la main en disant mais les gars, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on commence à s'intéresser? On a commencé un petit peu avec Stéphane, parce que Stéphane Chazé est le président du groupe, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup en binôme, lui et moi. Donc on a commencé à s'interroger juste pour aborder le sujet. Je pense qu'on a refermé la porte en 30 secondes, à mon avis, grand maximum, parce qu'aujourd'hui on est tellement loin de ces sujets-là, et je dirais on a des valeurs vraiment chevillées au corps. Sur les sujets comme l'indépendance, que ce soit financière ou logicielle. Enfin, on a vraiment des sujets qui sont des valeurs très ancrées en nous et qui sont aujourd'hui, à mon sens, aux antipodes de ce qui est proposé par ces modèles de financiarisation. Mais tu vois, comment en tant que dirigeant, face à autant de pression, et tu vois, t'as quand même un bateau, c'est pas une petite organisation simple et agile. Comment tu travailles cette pression parce que indépendance, quand tu as des groupes qui aujourd'hui disent qu'ils vont faire 150 millions d'euros d'ici 5 ans, mine de rien, il va falloir aller trouver les chiffres d'affaires, donc est-ce que ça va être... Enfin, tu vois, ça va impacter ton business et donc tes équipes. Indépendance aussi, tu l'as dit au niveau des outils, on va y revenir après, mais comment tu drives face à... juste avant, on parlait de Cegid qui vient d'annoncer le rachat de Shine 1 milliard, Penny Lane qui est quand même là, il y a MyUnisoft aussi qui a fait rentrer AG. Enfin... Comment tu drives ça toi en tant que dirigeant? Alors déjà sur le schéma, tu disais de la perspective d'activité déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous promet des structures qui vont doubler d'activité, qui vont racheter des cabinets à tout va, qui vont partir sur de la croissance externe, sur un certain schéma. Nous, on est sur un schéma complètement effectivement alternatif, mais qui va intéresser un certain nombre d'acteurs, qui intéresse déjà un certain nombre d'acteurs. Donc après, c'est à nous aussi de véhiculer nos valeurs et de les mettre en évidence, quels sont les atouts de notre cabinet Cocerto. Alors effectivement, Cocerto, c'est 300 collaborateurs, c'est un beau petit bateau à faire bouger. C'est un cabinet aussi qui a 50 ans, il faut aussi l'avoir en tête. Donc c'est un cabinet où... je dirais, on a toujours travaillé, enfin en tout cas, moi ça fait 11 ans que je suis chez Cocerto et ça fait 11 ans que je vis le fait de travailler sérieusement sur les aspects financiers, sur les aspects de développement et sur les aspects trésorerie. Donc on est plutôt conservateur, on avait ça en tête depuis un certain nombre d'années, qu'il y aurait des mutations technologiques et on les vit quand même depuis plusieurs années. Donc on a été aussi prudent sur certains investissements et sur certaines approches. Et donc aujourd'hui, on a les moyens de notre indépendance. Et ça, c'est hyper important. Quand tu te lèves le matin, que tu dois développer un nouvel outil, comme on est en train de le faire, que tu mets des gros moyens sur 2-3 ans, parce qu'effectivement, tu as des énormes acteurs, type Penny Lane, type MyUnisoft, etc., à côté, qui sont en train d'aller à une vitesse phénoménale. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis, en fait, je peux y aller. Alors, on sera jamais Penny Lane, on s'entende bien, et c'est pas le sujet, et c'est pas ce qu'on recherche. Et je pense que les cabinets qui nous rejoindront, que ce soit sur la partie intégration à Cocerto ou la partie logicielle, c'est pas ce qu'ils recherchent non plus. Je pense qu'il y a une petite jurisprudence assez récente sur les logiciels, plutôt sur la paye, qui ont marqué quand même les esprits. Et on a quand même senti une modification de paradigme aussi dans les cabinets. Suite à ça, où les cabinets étaient mono-logiciels, vraiment, que ce soit sur la paye ou d'autres logiciels. Et petit à petit, les cabinets vont s'orienter vers 2 ou 3 outils différents pour pas être dépendants d'un seul. Et finalement, il y a de la place pour un certain nombre d'acteurs. Maintenant, c'est à nous de faire valoir, je dirais, nos positions et notre savoir-faire surtout. Parce qu'on a la chance d'avoir un savoir-faire
pour en venir sur le sujet rapidement, mais c'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on développe nos outils, qu'on développe nos logiciels. C'est pas d'aujourd'hui en fait. Donc en fait, on a acquis au cours de ces années une expérience utilisateur. Et alors, je sais plus dans quel podcast t'en faisais référence, où les mecs ils restent bloqués dans un bureau pendant 6 mois, ils développent, bam bam bam, et au bout du compte, le truc ne correspond pas du tout à ce qui est attendu. En fait, nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos développeurs, ils sont intégrés à Cocerto, même si c'est une structure, une filiale à part, et en fait, ils travaillent avec nos équipes. Et ça fait 20 ans que ça dure, en fait. Donc, c'est vraiment l'expérience utilisateur au quotidien. Donc, ça fait 20 ans qu'en gros, tu as développé, et c'est intéressant, on ouvre du coup la page des outils, parce que 20 ans que vous avez compris qu'il fallait développer vos outils, ce qui pour l'époque était, ce qui l'est toujours, hein, mais tu vois, ce qui était un pari et ce qui est innovant. Maintenant, comment tu tiens le rythme de ça? Parce qu'il y a 20 ans, et j'en parle régulièrement, tous mes potes qui sont dans la tech aujourd'hui, ils me disent, mais c'est avant, tu avais 1 an pour développer une fonctionnalité, ça pouvait aller, etc. Aujourd'hui, tu as 2 semaines, quoi. Et encore plus quand tu vois les fonds qui sont arrivés sur les éditeurs de logiciels et qui obligent tout à bouger. Comment aujourd'hui tu arrives à maintenir la motivation de l'équipe et à développer un produit? Déjà pour Cocerto, c'est vendu après à l'extérieur ou pas encore? Alors ça va l'être. Alors je peux l'annoncer, hein, la marque qui a été créée, c'est Linkia. Ça va être le nom du logiciel, ce sera le nom du logiciel. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui le nom qu'on utilise, mais ça sera le nom qui sera utilisé. Et alors c'est vrai, tu as raison, ça va à une vitesse phénoménale. L'avantage que nous on a, mine de rien, c'est qu'on a des équipes en interne qui sont, encore une fois, très proches de nos développeurs et qui participent au développement. Là, tu veux dire, tu as les équipes cabinets, donc les équipes comptables, qui sont proches de l'équipe dev. Exactement. Ça, c'est important. Exactement. Okay. Et en fait, on a des expériences utilisateurs en live. En live, c'est du terrain, c'est du quotidien. Et aujourd'hui, alors oui, il faut être très rapide, il faut être très agile sur la manière de développer. Mais en attendant, tu as des fonctionnalités de base déjà qui sont développés avec l'intégration de l'IA, avec un certain nombre de choses, certains automatismes. Et après, tu vas y venir y ajouter des briques supplémentaires. Et tout aujourd'hui n'est pas non plus nécessaire au quotidien. Il y a des sujets où des fois tu développes un truc et puis finalement qui va fonctionner que quelques mois. Tu prends l'exemple, il y a un exemple simple. Tu prends l'exemple de la récupération des factures en ligne. Ce qui avait été très mis en avant il y a 1 ou 2 ans, où les cabinets pouvaient récupérer directement sur les comptes en ligne les factures. Et arrivé la double authentification. Fin de l'histoire. Ouais. Fin de l'histoire, en fait. Fin de l'histoire. Donc, ça a duré 1 an ou 2. Ils ont bien vu que ça fonctionnait pas. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. / facturation électronique derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est que, il y a un moment donné, il y a des choses qui sont incontournables. Il y a des choses qu'il faut développer. Et on a la chance d'avoir cette vision chez Cocerto et chez Tetralink, qui est notre filiale informatique. Cette vision et d'y tous y participer. Donc, en fait, on n'a pas de crainte, en réalité, sur le fait que peut-être qu'on est un peu plus lent, parce qu'on a peut-être un peu moins de moyens que des cabinets, que des structures, que des éditeurs comme Penny Lane. C'est un métier pur et dur. Mais nous, notre métier, avant tout, c'est l'expertise comptable pour les experts comptables. Et ça, c'est hyper important. Parce que les éditeurs, ils peuvent le véhiculer, ils peuvent le dire, ça peut être leur slogan. En attendant, c'est pas le cas. Nous, on est des vrais experts comptables et on travaille pour la profession, pour les autres cabinets, pour notre cabinet et les autres cabinets. Alors, je pourrais te dire que c'était le slogan de Régis Samuel de MyUnisoft quand il était expert comptable et qu'il était encore sur MyUnisoft, tu vois, c'était un peu ça, quoi. Et en fait, c'était quoi? C'était un collège, à la base, c'était un collège d'experts comptables associés et qui se sont mis dedans, et puis au final... Alors qui au final d'ailleurs certains ont gardé l'outil, ouais. Parce que j'en ai encore discuté avec je crois Thierry Legrand que tu as eu il y a pas si longtemps ou il y a quelques mois et il a gardé l'outil en fait, il a gardé l'outil en partie et je crois qu'il y a beaucoup de cabinets qui sont restés même au capital. Tout à fait, c'est un modèle très intéressant, mais tu vois, nous ce qu'on propose aujourd'hui c'est pas d'entrer au capital de Tetralink, c'est vraiment en fait d'opter pour l'outil. Parce qu'en fait, il apporte des fonctionnalités au cabinet qu'aujourd'hui les outils de demain n'apportent pas. Et notamment, tu vois, ce qu'on entend beaucoup, parce qu'on utilise aussi partiellement Penny Lane et d'autres outils. Et en fait, ce qu'on entend beaucoup, c'est que l'approche, c'est une approche client. C'est-à-dire que l'approche principale, c'est l'approche client. L'entrée, c'est le client. Ok. En fait, faut pas oublier qu'on a des collaborateurs.
Nous, on en a 290, 300. En fait, ils utilisent l'outil tous les jours. Tous les jours. C'est un outil de prod. C'est pas un outil de pré-compta. Alors, pré-compta et prod. Okay. Les deux, bien entendu, ça va avec. Hein. Mais l'accent est vraiment mis sur la révision des comptes. La révision des comptes, la revue des comptes, avec de l'automatisme, on n'est pas à l'ancienne, avec le bloc papier et on note, qu'on s'entende bien. Mais on a vraiment un accent qui est mis là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le vide sur ce sujet-là, et on veut vraiment couvrir ce vide-là, parce qu'on le sent de nos collaborateurs, qui aujourd'hui, et on le sait tous, je dirais la profession prend de l'ampleur. On voit bien que les compétences aujourd'hui de nos collaborateurs sont pas celles d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et donc ça nécessite aussi de beaucoup travailler ce sujet-là et de trouver des automatismes avec l'IA, avec plein de choses, qui va faciliter la révision. Et aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur la pré-saisie, sur la pré-tenue, sur l'automatisme de la tenue. Et je trouve pas assez sur cet aspect révision, revue des comptes, ce qui fait finalement la qualité de notre travail aussi. Même si certains vont dire demain c'est l'IA qui va sortir les comptes, demain c'est l'IA qui va peut-être recracher le rendez-vous bilan. En attendant, quand on va faire un rendez-vous bilan avec nos collaborateurs, avec un client, que ce soit en visio ou en physique, le client, c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend, et ça on peut pas dire le contraire. Le relationnel client aujourd'hui est primordial, et ça c'est important que nos équipes l'entendent, c'est important que les plus jeunes aient ça en tête, parce que c'est ce qui fera la différence demain. C'est ce qui fera demain que l'expert comptable sera toujours ancré au sein des entreprises et aura toujours cette même légitimité en fait. Ouais, tu fais bien de le rappeler. C'est la clé en fait dans toutes les discussions qu'on peut avoir, tu vois, dans le podcast et hors podcast. Si t'arrives pas à remettre l'humain au milieu, tu vas te faire bouffer. Tu vas disparaître. Et juste sur l'outil, donc c'est ton outil de prod et de pré-prod. C'est-à-dire que les collaborateurs qui arrivent chez toi, en fait, t'as forcément un gros cursus de formation à la prise en main de l'outil, quoi. Ouais, tout à fait. On a un parcours collaborateur, qui commence par une journée d'intégration. T'imagines bien un schéma assez classique dans des cabinets de notre taille. Ensuite, on a des formations faites par des personnes de notre éditeur, d'accord, des personnes qui sont dédiées à ça. Et ensuite, on a du tutorat qui est mis en place dans les bureaux avec des personnes qui ont l'habitude d'utiliser l'outil, etc. Et ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont là depuis quelques mois et qui nous disent votre outil, et je parle en plus de l'ancien outil, je parle pas du nouveau, je parle de l'ancien, qu'il est top, que ça fonctionne nickel, etc. Donc, il n'y a pas de raison demain que ça fonctionne pas mieux. Ça fonctionnera encore mieux. Et pour parler un peu de Linkia, parce qu'on est quand même un peu avancé maintenant sur les devs, on a fait un petit teaser, enfin un peu plus qu'un teaser, une démo à nos 19 associés il y a un mois de ça, en réunion d'associés. Ils ont été bluffés. Quand tu vois que la pré-saisie, alors demain avec la facturation électronique ça sera encore plus avancé, mais quand tu vois que quand tu rajoutes une brique IA, en fait le truc en quelques secondes il te rationalise 90 à 95% des informations, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire quand tu dis une brique IA, c'est-à-dire que là, dans les tests que vous faites, et du coup ça tourne, puisque j'imagine que tu as une grosse partie de ton portefeuille qui doit tourner de ça même en pré-compta, vous avez branché un LLM sur le format de facture, et donc avec l'OCRisation j'imagine, mais l'OCRisation du LLM, ça te fait la préenregistrement nickel en compta. Ah ouais, okay. À 95%. Okay. 95%. Alors après, il faut l'entraîner un peu au début, bien sûr, mais une fois que tu l'as entraîné, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est pas encore déployé sur l'ensemble du cabinet, parce qu'on est encore sur les phases de test, mais ça fait quelques mois qu'on teste le sujet, et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. La rapidité à laquelle ça va et à laquelle ça apprend, c'est vraiment phénoménal. Et comment réagissent les collaborateurs, tu vois, par rapport à ça? Parce que mine de rien, même si tu développes l'outil depuis 20 ans, donc tu as cette culture assez tech et innovante, tu vois, on en a discuté avec Certifié Expertise plein de fois, mais ça fait peur parfois.
Et donc là, tu leur dis, ok, t'as ta pré-saisie qui est faite à 95%, quoi. Justement, alors ça leur fait peur, mais ça leur fait peur si tu mènes pas d'action à côté pour les pérenniser en fait. Si tu te dis juste, je mets ça en place, vous allez voir, ça va produire du feu de Dieu, et puis en fait, je vais vous tripler ou quadrupler votre portefeuille. Oui, ça marche pas. Par contre, si tu leur dis, en fait, attendez, vous allez certes gagner du temps sur ces sujets qui sont sans valeur ajoutée, sur lesquels vous apportez rien. Par contre, vous allez faire du relationnel client, vous allez échanger avec vos clients, vous allez plus les appeler, vous allez plus être au devant de leurs besoins. Là, tu as gagné en fait, parce que globalement, tu les pérennises, tu crées la relation avec le client et tu leur donnes des compétences supplémentaires. Et j'ajoute à ça une brique supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi associé dans Impulse Data. Ouais. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ça, j'ai vu passer les infos et il y a... Ouais, je peux t'en parler. Donc, on a la chance de faire partie des associés Impulse Data. Donc, c'est une quinzaine d'associés, des cabinets relativement importants sur le marché, parce que tu vas retrouver Inextinso. J'ai vu Compagnie Fiduciaire aussi. Compagnie Fiduciaire, tu vas retrouver Hendrix, avec David. Enfin, voilà, des cabinets, des beaux cabinets dont on parle beaucoup ces derniers temps. Impulse Data est parti d'un constat aujourd'hui, c'est que la donnée est ultra importante. Mais pour l'utiliser, il faut la récupérer. Le data lake aujourd'hui, aujourd'hui il y en a pas, ça n'existe pas, ou très partiellement, très parcellaire. Donc ils se sont dit, en fait, on va se regrouper avec plusieurs cabinets, des grosses structures, et on va tous envoyer nos FEC. On va tous envoyer nos FEC et on va tous envoyer nos payes, les deux. Et ça, c'est assez atypique, les payes, parce que c'était pas le cas avant. Il se passait des choses sur des données sectorielles avec des données comptables, mais pas avec des payes. Donc, c'est assez atypique. Donc, en fait, aujourd'hui, Impulse Data récupère à peu près 800 000 FEC, à peu près, en nombre de payes. Alors, je n'ai pas la donnée, mais c'est assez conséquent aussi. Et donc, il y a deux étapes. Première étape, c'est de donner de la donnée sectorielle. La donnée sectorielle très qualifiée. D'accord ? Étant donné qu'on a un scope relativement large, mais qui est très qualifié. Et qui est en temps réel. Parce que l'idée, c'est pas juste d'attendre que les comptes soient sortis pour transmettre l'information. Dans ce cas-là, tu as l'information à M plus 6, malheureusement 10, trop tard. Trop décalage. Donc là, on envoie les FEC tous les mois ou tous les trimestres selon la mise à jour des comptas. Donc on les envoie. Et ça va en parallèle de la productivité, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que grosso modo, tu te dis, j'ai mis plein de briques pour gagner en productivité, pour avoir une compta le plus à jour possible au fur et à mesure. Ça va avec, en fait. Du coup, la conséquence, c'est que tu peux envoyer ton FEC très régulièrement pour avoir de la donnée fraîche. Ok. Donc tous ces cabinets qui sont membres d'Impulse Data, en gros, je me remets quand j'étais collab, je fais ma TVA, je clique pour télédéclarer, et en même temps, ça envoie le FEC tout compris. dans le data lake d'Impulse Data. T'as tout compris. Okay. En fait, c'est la déclaration de TVA qui déclenche, parce qu'on considère que quand tu as fait la déclaration de TVA, tu as mis à jour les principaux éléments, que vont être les chiffres d'affaires, les charges externes et ce genre de choses, et que tu peux envoyer le FEC. Impulse Data récupère tous ces FEC pour justement donner de la donnée sectorielle, d'accord, au cabinet, avec un dashboard, avec une certain nombre de restitutions à destination des clients et des collaborateurs. Et la deuxième étape, et c'est celle-là, je pense, la plus importante, c'est de rentrer petit à petit dans la comptabilité prédictive. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, les clients, ce qu'ils attendent, c'est de la donnée, c'est qu'on leur donne des prévisions, c'est qu'on essaye d'anticiper l'avenir. Sauf que pour anticiper l'avenir, il faut que tu aies de la donnée fraîche au départ. Il faut que tu puisses alimenter tout ça. Et donc, en ajoutant finalement, entre la donnée que tu récupères, les briques qu'il y a que tu peux ajouter, tu peux commencer à travailler sur la compta prédictive. Et en fait, c'est ça l'ambition de Impulse Data. Et c'est ça, en fait, qui nous a fait kiffer de rentrer, d'avoir l'opportunité de rentrer chez Impulse Data, parce que nous, on est un petit parmi les plus importants, qu'on s'entende bien. Donc, on a vraiment cette opportunité-là. Et on a l'opportunité aussi de s'exprimer au sein d'Impulse Data, parce que indirectement, on a quand même cette particularité de développer beaucoup de choses en interne. Donc, on a finalement cette logique de dev, cette logique de vision sur les outils informatiques, et je pense que ça peut être très intéressant effectivement pour Impulse Data. Donc Impulse Data, c'est quoi ? C'est une boîte, c'est une société. Okay. Ah ouais, c'est une société, c'est un consortium, si tu veux, de cabinets. Donc on est tous associés au sein de Impulse Data, à part égale, grosso modo. Alors selon le
le moment auquel tu es rentré au capital, bien entendu. Donc tu mets un droit d'entrée, bien entendu, ça va de soi. Et après, derrière, tu balances tes FEC et tu payes un fees, bien sûr, pour que la structure fonctionne et qu'elle continue de se développer. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que pour les cabinets, j'ai essayé de réfléchir un peu macro, mais ça veut dire que pour les cabinets qui en sont, ça leur donne une forme de coup d'avance puisque tu récupères d'un coup beaucoup de données, là où j'ai fait plein d'épisodes où on a parlé de data lake de la profession, data lake des éditeurs, data lake, mais en fait pour l'instant j'en ai toujours pas vu. Peut-être qu'il y en a, peut-être que la profession, l'ordre essaie de faire quelque chose, mais à ma connaissance non. Ouais, du coup en fait c'est un peu pour ça que vous l'avez fait, j'imagine, pour aller plus vite et sur des gros cabinets. Mais on est bien sur un élément qui est purement, je dirais, avantage compétitif, parce que dans ces cabinets que tu as cités, vous avez tous des logiques différentes, dont certains qui annoncent des levées de fonds encore, etc. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de vous dire, ok, on a tous beaucoup de dossiers, mettons-les en commun, et après on a tous accès à cette base de données commune, et on va... Comment ça se passe? Vous les réinjectez après dans vos outils de prod et vous réanalysez les données. Okay. C'est ça. En fait, à la base, Impulse Data travaille avec Inextinso à la base, donc avec l'outil full à la base. Et on est, autant de cabinets que nous sommes, on a autant d'outils quasiment que de cabinets au board aujourd'hui ou en tant qu'associé de chez Impulse Data. Donc en fait, il y a aujourd'hui des API qui sont développées pour qu'on puisse récupérer la donnée et qu'on puisse la récupérer sur nos dashboards, nos propres dashboards. Et donc c'est comme ça pour tous les cabinets qui sont associés. Mais effectivement, le but, c'est vraiment alors, pas forcément d'avoir une longueur d'avance, parce qu'on aurait une certaine prétention à dire ça, mais en tout cas, d'essayer d'anticiper la suite, parce que c'est vraiment l'attente de demain. Et on l'a vu, ça a été une annonce il y a 1 an ou 1 an et demi de l'ordre, effectivement, la construction du data lake de la profession. Mais en fait, ça demande une telle énergie à déployer qu'en réalité, je dirais, les cabinets s'en emparent et s'organisent pour y arriver. Et là où je rebondis, c'est que tu as tout à fait raison, que tu prends la logique de David avec Hendrix ou la nôtre, Cocerto, on est aux antipodes. On est vraiment aux antipodes, mais ça ne nous empêche pas de nous parler en fait. Avec David et d'autres, on est dans des organisations de cabinets auxquels on échange. On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes, je dirais, visions de développement et d'intégration de nouveaux cabinets, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble et ça ne nous empêche pas sur des outils de ce type-là d'être sur du commun et de mettre finalement les moyens, en commun. En l'occurrence. Alors que, pour moi, c'est un sujet stratégique. Enfin, tu vois, je me dis dans un marché où on n'est pas rentré dans les chiffres, on pourrait rentrer dans les chiffres, mais tu vois, sur la financiarisation, il y a forcément un besoin d'exit et de valo parce qu'ils doivent sortir des multiples. Ce dont tu viens de me parler là, c'est une arme stratégique, tu vois, qui me servirait moi si j'ai mon cabinet demain à me dire ok, j'ai toute cette data prédictive, j'ai pas envie de la partager, ou alors c'est de dire non, on la prend, on prend le max de données et après chacun se gère comme il veut. Parce qu'un Hendrix ou autre qui sont ou un comment il s'appelle, Inextinso ou autre, ils ont des bureaux partout, ils en ont forcément à côté de toi. Ah oui, tout à fait. Mais après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans la profession. Après, oui, il y en a certains qui se regroupent, c'est naturel. Il y a tous ces sujets de financiarisation, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, Cocerto n'aurait pas les moyens de développer un data lake. C'est pas possible. En fait, ne serait-ce, alors pas forcément en moyens financiers, mais ne serait-ce qu'en moyens de données. Ouais, de récupérer pour que ce soit vraiment significatif. Voilà, parce que 800 000 dossiers, c'est juste énorme. Quand tu t'imagines ça sur le tissu économique français, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vais rester sur la partie outils parce que tu vois, j'ai ressorti les questions qui piquent des membres de la Counting Business Club parce que c'est un vrai sujet qui soulève. Tu vois, quand l'exemple pour moi que je vois, c'est sur la partie outils cabinet qui développe, entre autres, ça va être Arnaud Doyon et toute l'équipe de Time. Et donc l'une des questions, c'est est-ce que t'as pas peur d'aller, tu vois, contre déjà des mastodontes et de te complexifier, d'aller en plus face à Time, tu vois, qui pourrait d'ailleurs avoir la même promesse du for us by us. Alors ça va être. Ouais, mais comme ça, je le mets pour tout le monde. Je cite tous les noms. J'ai pas encore cité Income, je vais citer Income, voilà. Et ACD, voilà. Et Agiris, c'est fait. Mais non, mais tu vois, c'est ça, c'est une vraie question, c'est tu vois de dire, est-ce que t'es pas face à tous ces millions, tu l'as dit, il y a une question d'indépendance, mais comment tu te vois par rapport à Time qui est en train de recentrer sa commercialisation, par exemple. Et toi, tu te lances dans la commercialisation. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on n'en a pas peur, de manière très claire. On connaît nos atouts. Ça fait, comme je te l'ai dit, ça fait 20
important qu'on fonctionne sur nos outils. Aujourd'hui, c'est encore le cas et ça sera le cas demain. Et je pense pas qu'il y ait un collaborateur qui nous dise, les gars, vous êtes vintage en fait. Votre truc, il est old school, ça fonctionne pas, ça bouge pas, vous allez pas y arriver. Non. Au contraire, je pense que c'est tout le contraire. Je pense que nos 290 collaborateurs sont à fond avec nous. Ils y croient. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, l'offre est plus alternative par rapport aux outils actuels, même si certains se repositionnent sur le sujet. Mais je pense qu'il y a une vraie attente de certains cabinets, de la vision du logiciel. Mais il y a une autre chose qui est hyper importante, c'est du schéma des valeurs de ces logiciels. Schéma des valeurs, parce qu'aujourd'hui, les gros logiciels ont levé des fonds, donc ça pose des questions. Ça pose des questions, comme tu l'as dit, les exits à 4, 5 ans, comme on peut les connaître ou comme on a pu les connaître sur d'autres logiciels, ça pose clairement des questions. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui cherchent un schéma alternatif, qui cherchent à travailler avec des gens sérieux, même si les éditeurs sont sérieux, qu'on s'entende bien, hein, c'est pas ce que je dis, hein, je les connais par ailleurs et on échange très volontiers. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour un schéma alternatif. Donc la réponse, c'est de dire que tu offres un outil de prod que tu as développé en interne, qui tourne, et c'est une alternative parce que dans la logique des valeurs, on n'a pas ouvert les valeurs, mais c'est que vous voulez rester indépendant. Tout à fait. Donc en gros, tu dis, mon fournisseur est un fournisseur qui restera indépendant. C'est un fournisseur qualifié et qui va rester indépendant. Et en même temps, je pourrais te dire que Unisoft, ils auraient pu dire qu'ils allaient rester indépendants jusqu'à ce qu'ils... Mais aujourd'hui, t'as personne qui t'a levé la main, au cabinet pour faire entrer qui que ce soit, quoi. Non, surtout pas. Et aujourd'hui, enfin, que ce soit Stéphane ou moi, on est très très clair. Tu vois, on était encore en séminaire en septembre, quand on a fait la formation IA avec certifié expertise, où on a remis à l'ordre du jour nos valeurs et le fait qu'en fait on ne souhaitait pas à long terme rentrer dans un schéma de financiarisation. De manière très claire, quand ce que je te disais tout à l'heure, hein, quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu as les moyens de ton ambition, ça change tout. Ça change tout, parce qu'en fait... Mais tu crois que tu peux les garder... Enfin, tu vois, vraiment, les éditeurs que tu as en face, j'ai l'impression qu'ils ont des bus de recrutement tous les mois. Tu te dis, mais à quel moment, jusqu'où en fait tu peux garder ton indépendance? Au moins, je parle sur la partie éditeur. Tu vois, la partie cabinet, je pense qu'on l'a compris et on pourra revenir dessus si besoin. Mais partie éditeur, je me demande vraiment jusqu'où tu peux garder ton indépendance. Alors, c'est vrai que face à des mastodontes qui drainent de 500 à 1000 collaborateurs, on est d'accord, on fait pas le poids, mais c'est pas ce qu'on cherche. Non, le positionnement est bien à part. C'est un positionnement presque de niche, en fait, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'ambition d'avoir la taille de Penny Lane, de Time, d'ACD ou que sais-je. On a vraiment l'ambition d'avoir un positionnement qualifié d'un outil de prod qui fonctionne correctement et qui surtout apporte des services à nos collaborateurs. Qui apporte de la facilité de travail, qui apporte des automatismes, qui apporte des garde-fous dans leur travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Sur le terrain, on constate qu'aujourd'hui, il y a des choses qui passent au travers et sur lesquelles il ne faut pas oublier que l'administration derrière, l'administration fiscale aussi, hein, elle a son IA, elle a aussi ses pratiques et elle va être de plus en plus performante. Donc plus on laisse des trous dans la raquette et plus nos clients se mettent en danger. J'interromps votre épisode 30 secondes pour vous parler de Booster Digital. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez que votre cabinet bouge. Depuis 7 ans, on a aidé plus de 65 confrères à réussir leur transformation, à débloquer leurs marges, à mieux vendre leurs conseils et à attirer les bons clients. Alors on en parle ? Réservez votre rendez-vous offert avec Alexis. 30 minutes, ici pas de bullshit, que du concret. Le lien est en description. Allez, on reprend. En parlant d'administration fiscale, côté facture électronique, tu vois, qu'est-ce que ça change pour toi ? Est-ce que vous allez PA Non. Comment, tu vois, c'est quoi un peu l'architecture alors quelle est l'architecture que tu vas y mettre sans rentrer dans la technique, tu vois, mais juste que savoir comment ça s'intègre, et 2, comment ça vient transformer pour toi le business. Ouais. Alors le premier point, c'est comment ça s'architecture dans notre outil. Donc nous, on va acheter une PA en marque grise en fait, hein, parce que marque blanche, marque grise, c'est quasiment la même chose en réalité. C'est juste que marque blanche, t'es immatriculé PA, ce qui n'est pas le cas en marque grise. Marque blanche, c'est une boîte qui te le développe pour toi, quoi. Exactement. Et je t'assure que dans la liste des PA aujourd'hui immatriculés, il y en a un certain nombre. Ouais. Quand tu il y en a discutes, 118, j'ai regardé hier. Ouais, mais t'en as un certain nombre qui sont développés par
quelques acteurs. Qui sont développés par quelques acteurs. C'est vrai, putain, c'est génial, ça. Et en fait, tu t'en rends compte quand tu discutes avec des moteurs type, alors je sais pas si je peux annoncer les noms, mais type Serencia, Generix, Yopol. En fait, ils développent les moteurs IA des structures qui sont immatriculées, en fait. Des autres PA, enfin c'est des PA dans les PA en fait. Génial, c'est des créateurs de PA qui refont le même PA pour tous. Exactement. Et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on a fait le choix, et d'ailleurs quand ils te mettent en évidence l'offre, ils te disent voilà, marque grise, marque blanche, on vous accompagne jusqu'à l'IMAT, et vous êtes immatriculé, vous avez votre moteur, mais en fait c'est le même que un tel ou un tel ou un tel. Voilà. Et tu prends l'exemple, par exemple, de Serre France. J'étais encore en discussion hier avec Serencia. Serre France, typiquement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont immatriculés, mais en attendant, c'est en fait la PA, un moteur PA qui est développé par un tiers. Grosso modo. Quand tu prends marque grise, c'est ça même. Ça revient au même. T'as le même moteur. C'est juste que t'es pas immatriculé PA, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas d'avantage concurrentiel à l'être, à mon sens. Donc, en fait, nous, on a segmenté notre clientèle, grosso modo, en deux. Grosso modo pour l'instant, pour voir les choses un peu plus larges. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 2 dates. On a le 1er septembre 26, 1er septembre 27. 1er septembre 26, c'est le premier sujet pour la réception. Donc c'est l'élément aujourd'hui central sur lequel on se focus, même si on travaille aussi sur l'élément 1er septembre 27. Donc le premier élément, c'est de se dire, on a 2 types de clients. On a 3 types de clients même. On a le premier, c'est ceux où on s'occupe de la compta, nous, en interne. Donc là, c'est assez simple. On vient plugger l'outil PA sur notre outil. Et donc cet outil va finalement récupérer la facturation électronique qui arrive. On va gérer la pré-saisie, la pré-tenue avec notre outil, et ça va se déverser en compta. Facile. Deuxième, c'est les clients qui utilisent nos outils, parce qu'on en a un certain nombre, voire même pas mal, qui gèrent leur comptabilité sur notre outil. Donc là, pareil. Et que tu es sur une mission de révision ou une mission de révision ou un semi-révision. Un mix des deux, quoi. Un mix des deux, tu sais, où tu vas faire la TVA et tu vas faire la révision, ce genre de choses. Où tu revois les comptes au fur et à mesure. Donc ceux-là, c'est pareil. Ceux-là, on va les plugger notre PA dessus, et du coup, les factures électroniques vont arriver. Ils vont utiliser notre pré-saisie qu'on va éduquer, ainsi de suite, avec le LLM qu'on évoquait tout à l'heure, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux-là, c'est facile. Le dernier pan, c'est tous les dossiers qu'on a en révision, pure révision, qui sont sur d'autres outils. Alors ceux-là, on va pas leur proposer notre PA. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'ils aillent sur la PA qui va avec l'outil. Ceux qui sont sur Pennyline, ils vont aller sur la PA Pennyline, et ainsi de suite, ce qui est relativement logique. Par contre, on va les accompagner pour la mise en place. Les accompagner pour savoir quelle PA choisir, pour être sûr de la PA à choisir, comment ça va fonctionner dans leur outil, leur donner le b.a.-ba de la facturation électronique, tous ces sujets-là. Donc il y a vraiment 3 pans de clients aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas, on en avait une peur à un moment donné de la facturation électronique. En bon français, on se dit, oh là là, on va nous changer notre quotidien, ça va être compliqué, etc. Et plus on avance, et plus on se dit, finalement, nos équipes, ils vont réussir à faire le jump, ça va le faire. Nos clients, on va les accompagner parce qu'en fait, il y en a un certain nombre qui vont en réalité utiliser notre PA. Et ceux qui l'utilisent pas, ils sont identifiés. Et ceux-là, on va les accompagner sur des missions bien précises. Moi, j'allais te demander, justement, tu as packagé des missions C'est en cours. On est en train de le finaliser, en fait, tout ce package. Parce qu'on a fini la cartographie le mois dernier. Cartographie des clients. L'ensemble des clients. L'ensemble des clients. Gros travail, ça, c'est important de le rappeler. Ouais, gros boulot. Et enfin, c'est dit par tous les intervenants, notamment Stéphane Reynaud, qui intervient régulièrement sur le sujet, qu'on connaît bien. Et typiquement, la carto, c'est l'élément central de la facturation électronique. Sans ça, tu n'avances pas. Parce que sans ça, tu fais pas des webinaires ciblés, tu restes sur des choses très génériques, et tes clients, en fait, ils y comprennent rien, et dans 3 mois, ils seront pas mieux où ils vont qu'aujourd'hui. Donc c'est hyper important. Et quand tu as cette donnée-là, et qui en plus est qualifiée par nos propres collaborateurs, donc c'est de la donnée, de la vraie donnée, quoi. C'est pas de l'algorithme, c'est pas ce genre de choses, quoi. C'est de la vraie donnée. Tu veux dire que tous les collabs sont repassés sur le dossier pour screener et dire, pour dire tiens, oui, telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Tout à fait. En fait, on a fait un schéma avec 5-6 questions, avec des sous-questions et ainsi de suite, un truc rapide. Donc ils en avaient à peu près pour les 3-4 minutes par client. Et chaque collaborateur est venu remplir cet élément-là. Et nous, derrière, on a récupéré toute la stat de l'ensemble des bureaux pour justement segmenter notre clientèle. Ceci dit, en termes de données propres, là, maintenant, c'est dingue. T'arrives sur 2026, c'est exceptionnel. C'est dingue, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de te dire exactement
exactement. Alors, au-delà du volume on va avoir en facture électronique, quand je discute avec les éditeurs, parce que du coup, maintenant, on le sait, on sait exactement nos clients, combien ils génèrent de documents, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est simple à récupérer. Par contre, ce qui est important à qualifier, c'est tous nos clients qui sont encore sur des outils de facturation, ou pas d'outils de facturation, mais des outils qui sont pas certifiés, etc., ou qui sont encore sur du papier, Excel ou qui Word, sont sur du Excel Word, et il y en a un certain nombre. Et quand tu as cette donnée-là, en fait, tu sais où aller frapper, à quelle porte, tu sais à quel message tu dois transmettre, tu sais cibler tes webinaires. Et ça, c'est magique, en fait. Parce que demain, quand tu envoies un webinaire où tu dis, attendez, on va vous parler de notre logiciel de facturation. Parce du coup, on édite notre logiciel de facturation, ça va de soi, tu imagines bien. Ça va avec le reste. Et en prévision du 1er septembre 2027, c'est hyper important de se dire dès maintenant, attention, toi, tu es encore en facturation Excel, c'est plus possible, mais on va t'expliquer comment est-ce que tu peux fonctionner. Notre outil qui s'appelle Mes Factures, qui aujourd'hui existe, fonctionne, qui est intégré à notre portail collaboratif client et qui est gratuit en plus, je vais te montrer comment ça marche, déjà d'une part. D'autre part, tu as une vidéo, en 5 minutes, tu vas savoir prendre en main l'outil et ça va super bien fonctionner. Le logiciel, il est certifié, il n'est pas auto-certifié, il est certifié par un tiers indépendant et il respecte toutes les règles en vigueur. Donc du coup, ça c'est la partie, c'est un super travail, parce que là j'imagine même commercialement, et en termes de communication, tu dois avoir une base de données qui doit être magnifique à traiter, quoi. Carrément. T'as imaginé les nouvelles missions, en plus de la facture électronique que tu vas pouvoir leur proposer, justement, maintenant que tu as cette base de données ultra clean? Carrément. Là aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment les accompagner justement. Alors c'est en lien avec la facturation électronique, mais c'est en parallèle sur justement la montée en puissance de leurs outils, sur le fait d'intégrer de nouveaux outils d'utilisation à l'usage. Mais c'est aussi, on réfléchit à des sujets même cyber, on réfléchit à des sujets comme ça, parce que aussi ce qu'on a fait dans notre carto, c'est qu'on a demandé à nos collaborateurs un petit peu de qualifier aussi. On va appeler ça le degré de maturité digitale de nos clients. Et donc du coup, ça te permet aussi de savoir les clients en fait qui vont avoir le plus de difficultés en fait à faire le jump sur la techno, que ce soit facturation électronique ou autre chose. Donc ils vont être potentiellement, ça va être compliqué dans les années à venir parce qu'on sait qu'on est vraiment sur des effets de cycle aujourd'hui. Et donc du coup, qu'on va pouvoir plus accompagner encore, avec des personnes qui seront plus basées informatique, tech, onboarding client, ce genre de choses. Tu vois, mais des choses différentes de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu intègres un client, le parcours client de base, c'est tu envoies un mail à ton collaborateur, tu lui dis voilà, tiens, je t'ai attribué un nouveau dossier, maintenant tu fais le job. Ça s'arrête à ça. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui ou c'était hier, on va dire. C'était hier ou c'est encore pour certains cabinets. Aujourd'hui ou demain, c'est plus ça. Aujourd'hui ou demain, le parcours client, c'est OK, j'ai un client qui arrive. Un tel s'occupe de l'onboarding client. Il va déjà gérer tous les sujets de code, d'accès, ce genre de choses. Il va gérer le fait de répertorier l'ensemble des outils utilisés par le client. Qu'est-ce qu'il utilise, comment il l'utilise, qu'est-ce qu'il peut utiliser, aussi. Et donc c'est des personnes en fait qui vont être hyper tech en fait, mais qui vont pouvoir parler au client et le client va être rassuré. Tu vois, on est sur des tests aujourd'hui, enfin on est plus que sur des tests sur ce sujet onboarding. Alors il y a des cabinets qui l'ont fait il y a quelques temps déjà. On n'est pas spécialement en avance sur le sujet. Mais en fait, tu remarques quoi ? Tu remarques que quand tu discutes avec le client après, quelques temps après, en fait il est hyper à l'aise. Il se dit, purée, je suis arrivé dans un cabinet, les gars. Déjà, ils ont pris du temps pour me parler, pour chercher à savoir ce que je fais en termes d'activité et comment ça se matérialise d'un point de vue informatique et comment ça va se matérialiser demain au niveau comptable, au niveau intégration de données, etc. Et je peux te dire que là, le client, il est rassuré. Et demain, quand tu t'intègres un client et tu lui dis, écoutez, là, ouais, effectivement, il faut penser à changer un peu d'outils, il faut penser peut-être à changer d'outils de facturation et ce genre de choses. En fait, le client, il se sent accompagné. Et j'en reviens au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la relation client. Relation client. On le martèle, mais c'est
fondamental. C'est fondamental aujourd'hui et demain. Tu mets en place un début d'expérience client, en fait, puisqu'on a de l'expérience client dans toutes nos vies, pourquoi on n'en aurait pas avec un expert comptable, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un parcours client dans un cabinet d'expertise comptable? T'as un parcours collaborateur. Il y a un certain temps, il n'y a pas si longtemps, on avait du mal à recruter. Donc on s'est tous dit, tiens, on va faire un parcours collaborateur. Poser les questions des recrutements après. Ouais. On peut en parler, oui, tout à fait, parce que c'est aussi atypique. On est aussi atypique sur le sujet. Et on se disait, attends, on va monter un parcours collaborateur, journée d'intégration, tutorat, etc. Tu vois, typiquement, on a notre président Stéphane est très friand de ça. Enfin, c'est lui en tout cas qui en a eu l'idée. On a une chose où on se démarque. On a ce qu'on appelle nous la journée anniversaire. Journée anniversaire où l'ensemble des collaborateurs ne travaillent pas leur journée anniversaire. Birthday off. C'est offert, cadeau. En fait, c'est cadeau. Et je peux te dire que quand tu fais les entretiens d'embauche, alors je glisse un peu sur le sujet du recrutement, mais quand tu fais les entretiens d'embauche et que tu expliques, il y a telle rémunération, telle variable, la participation salariale, tel nombre de jours de congé, tel nombre de jours de RTT, etc. Tu arrives à la journée anniversaire. Et là, c'est une journée dans l'année. Donc, un jour sur 365. Et tu as un smile, mais c'est juste hallucinant. Et les gens retiennent ça comme une vraie valeur. Et c'est vrai que c'est quelque chose de finalement fondamental. C'est une super trouvaille de Stéphane là-dessus, et sur plein d'autres choses bien sûr. Mais aujourd'hui, tu vois, j'en discutais encore avec notre RAF qui avait son anniversaire hier, où on échangeait par texto. Et elle me dit, mais je crois que la chose ce qui a été le mieux mis en place d'un point de vue RH par Cocerto sur les 5 dernières années, c'est la journée anniversaire. C'est le birthday off. C'est incroyable, le birthday off, comme tu dis. Ouais, mais parce que on l'a aussi, on l'a depuis le début, parce que je suis parti du postulat que quand j'étais en cabinet, que c'était mon anniversaire, je préférais être avec mes proches ou tout ça, quoi. C'est de l'humain pur et dur, quoi. Mais le journée de son anniversaire, j'adorais mes collègues évidemment à l'époque, mais c'est vrai que c'est un truc. Tu les adores le lendemain quand tu ramènes les croissants et que tu prends le café avec eux. Exactement. Mais au moins le jour de ton anniversaire, tu traînes un peu. C'est un truc qui marque, ouais. C'est top. Tu peux amener tes enfants à l'école, tu peux aller les chercher, tu peux passer un peu de temps avec eux selon le jour de la semaine. Ouais, t'as raison d'en parler, c'est un truc qu'il faut diffuser grave. C'est hyper agréable et tout le monde s'y astreint. Moi-même, je m'y astreins. T'es obligé. Si tu le fais pas toi, si t'es pas l'exemple. Voilà, ça marche pas en fait. Si le manager ou le dirigeant n'est pas exemplaire sur le sujet, en fait ça glisse totalement. Et les autres associés le font pas. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc juste pour revenir sur le parcours client. Donc je te disais, effectivement, il y a quelques années, on avait des difficultés à recruter. Tous les cabinets d'ailleurs, on en a encore, mais moins certes. Et on se disait, on va faire un parcours collaborateur. Très bien, parfait. On fait un parcours collaborateur, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a des choses qu'on a abandonnées, des choses qu'on a gardées, bref. Et aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi on n'aurait pas un parcours client, en fait? Quand tu rentres chez Ikea, tu as un parcours client. Quand tu achètes une presta sur Internet, un logiciel, etc., tu as un parcours client. Tu le vois pas, mais tu as un parcours client. Pourquoi chez nous, on n'aurait pas un parcours client? Le client, il n'a pas besoin de le voir facialement, mais en fait, tu as un parcours client comme dans un autre business, en fait. Et à partir du moment où tu le travailles et où, entre guillemets, tu expliques à tes collaborateurs comment ça va fonctionner et pourquoi, surtout, tu souhaites que ça fonctionne comme ça, ça roule comme sur des roulettes, en fait. C'est fondamental. Voilà. Et le but final, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est le client. On est une société de service. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la financiarisation, on parle beaucoup de sociétés de services, où on dit il faut qu'on propose des services alternatifs, complémentaires, etc., outre l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, etc. Certes, c'est clair, on est bien tous d'accord. Mais aujourd'hui, société de service, qui dit service, dit client. Qui dit client, dit expérience client. Donc pour qu'elle soit légitime ou qu'elle soit, pleinement vécue par le client, il faut qu'elle soit travaillée en amont. Si tu la travailles pas, le client, en fait, il a l'impression que c'est un client lambda, comme un autre, et qu'il a pas ses spécificités, alors que chaque client a ses spécificités, que ce soit le plus petit, le plus grand, peu importe. Et c'est pour ça qu'on a des collaborateurs qui peuvent agir sur des petits dossiers ou des plus gros dossiers, parce finalement, il n'y a pas de petits dossiers. Et aujourd'hui, ils sont tous au pied d'égalité. Alors certes, on n'y passe pas le même temps. L'onboarding client sur un dossier plus petit que sur un dossier plus grand. Oui, c'est sûr, tu le mets en perspective. Voilà, tu ne le passes pas le même temps, c'est normal. Ouais. Alors du coup, sur les recrutements, tu vois, parce que tu parlais de welcomer, onboarder, il y a plein de noms, et tu disais qu'il y avait moins de difficultés à recruter. C'est quoi aujourd'hui, et encore plus demain, tu vois, si on se projette au 2030, les postes, les profils en tout cas que vous cherchez à recruter aujourd'hui dans le cabinet?
Alors aujourd'hui, juste pour d'abord présenter la manière dont nous on s'est organisé pour le recrutement, on a monté une structure de recrutement. Donc un cabinet de recherche, un cabinet de chasseur de tête, quoi. Un cabinet de recrutement qui travaille que pour nous. Qui pour vous et pour vos clients ou Alors pour nous et nos clients. Ouais, voilà, effectivement. Alors que sur la partie finance, bien sûr, finance, admin et ce genre de choses. Mais ça fait déjà maintenant 3-4 ans qu'on a fait ça. Et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. On a 3 personnes qui font ça full time, qui sont des spécialistes du sujet. Et en fait, on est tellement plus à l'aise en fait à travailler avec eux que de travailler avec des officines tierces, etc. Donc tu vois, ça va un peu dans le même état d'esprit que l'informatique, que les outils, etc. Volonté, encore une fois, de rester indépendant et de proposer des services qui respectent nos valeurs. Et là, c'est pareil, on est en train de réfléchir à ouvrir notre cellule recrutement à la profession, ou en tout cas un certain pan de la profession, des cabinets, on va dire, amis, avec qui on échange régulièrement. Et tout en respectant aussi nos règles de valeur, parce qu'on sait très bien le glissement qu'il y a eu sur les cabinets de recrutement. On a tous eu une expérience on m'a positionné un collaborateur et on me l'a récupéré 1 an ou 2 ans après. Et grosso modo, c'est juste no way, ça. C'est pas possible, en fait. Si tu vas sur un schéma qui respecte des valeurs claires, tu peux pas aller sur un schéma comme ça. Et c'est la réponse, justement, à cette problématique-là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notre structure qui s'appelle MyCollab, et qui est une structure 100% Cocerto. Et nous, on travaille exclusivement avec cette structure-là aujourd'hui. Donc, c'est une filiale à 100% du groupe Cocerto. Alors ensuite, sur les profils de demain. Les profils d'aujourd'hui et de demain. Parce que finalement, le plus dur, c'est pas le profil de demain, c'est le profil d'aujourd'hui. C'est ça le plus dur. Parce qu'aujourd'hui, t'es à la croisée des chemins. T'es au saut de cycle, t'es au jump, peu importe comment tu l'appelles. Mais t'es entre les deux aujourd'hui. Donc, t'es en train de te dire... En fait, aujourd'hui, j'ai encore besoin de personnes pour produire, mais j'ai aussi besoin de personnes qui vont être câblées pour l'avenir, qui vont être câblées et qu'il faut que j'arrive à amener sur de la data analyse, sur de la relation client, etc. Donc, 2 choses. Soit tu te dis, mes collaborateurs, certains en tout cas, je vais les laisser sur le bas-côté, parce que ça va pas fonctionner et on va pas y arriver. Et dans ce cas-là, ok, dont acte. Soit tu te dis, en fait, je vais bosser sur mes collabs, je vais travailler avec eux, je vais les aider, je vais essayer de les former sur l'IA, sur des nouveaux outils, sur des nouvelles pratiques, sur le parcours client, sur ces sujets-là, pour pérenniser leur poste et pour faire en sorte d'avancer avec eux. Et c'est clairement le parti pris chez Cocerto, c'est de travailler sur la formation, sur la montée en compétences de nos collaborateurs. Alors, ils vont pas tous monter à la même vitesse, ils ne montent pas tous à la même vitesse, ils n'ont pas tous la même appétence à l'IA, à la data analyse, etc. Mais en attendant, on sent un engouement dans tout ça qui fait que on est certain que ça va fonctionner. Alors, peut-être qu'il y en aura effectivement avec qui ça marchera pas. Et c'est normal. Sur 300 personnes, tu peux pas embarquer tout le monde. Tu peux pas embarquer 100% des gens, c'est logique. Après, sur les métiers aujourd'hui sur lesquels on s'oriente, de manière très claire, il faut absolument que les formations s'adaptent. Et c'est là où tu vois où t'as des académies qui se créent avec des métiers alternatifs, sans citer de nom, mais t'as l'Alliance Russe qui travaille beaucoup. Quand tu me parlais de parcours client avec Delphine, parce qu'en plus j'étais avec elle vendredi, la semaine dernière, et quand j'arrive dans leur bureau, il y a ce gros panneau parcours client, quoi. C'était vraiment. Alors j'ai pas été dans leur bureau, mais je dois t'avouer qu'on échange assez régulièrement avec Delphine depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'il y a plein d'idées quand tu échanges avec des personnes de la profession qui te viennent et tu dis tiens, ça peut être intéressant, mais dans mon cabinet, dans ma structure, il vaut mieux que je l'oriente de cette manière et cette manière. Et c'est un peu comme ça aussi que les choses arrivent et je veux dire, les idées, elles tombent pas du ciel non plus, ça va de soi. Qu'est-ce que je disais ? Non, on était sur les postes, tu vois. Sur les postes, ouais, effectivement. Donc, t'as des postes alternatifs avec des formations alternatives, et ces formations, elles sont hyper importantes parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les formations classiques, DCG, DSCG, c'est une catastrophe. T'as pas d'IA, t'as rien. Excuse-moi, mais ils font décontentés. Ce qui est hyper important, je te l'accorde, parce que c'est la base de tout. On envoie des collaborateurs qui effectivement arrivent tout juste à distinguer
distinguer le débit du crédit. Ok, ça nous perturbe un peu, mais en attendant, au-delà de ça, une fois que tu as la base, il faut que tu ailles chercher le reste. Il faut que tu ailles chercher la data analyse, en fait. Il faut que tu ailles chercher la prédiction, il faut que tu ailles chercher le prévis, il faut que tu ailles anticiper. Culture business, tu vois, la culture business, c'est important. Je suis hyper en phase avec ça, en fait. C'est que demain, et souvent, tu vois, ce que je le vois avec des collaborateurs, ils me présentent un dossier et je leur dis, mais est-ce que tu es allé voir ce qu'ils font ? Est-ce que tu es allé voir, ne serait-ce que le site internet ? Est-ce que tu es allé voir le client pour voir un petit peu dans son environnement comment il bosse ? Et en fait, tu te rends compte que c'est pas le cas aujourd'hui, ou c'est pas assez le cas. Donc ça, on essaye vraiment de travailler sur le sujet. Tu vois, moi, j'ai des exemples en tête où, quand j'étais plus jeune, j'allais présenter des comptes. Alors, c'est un petit dossier, mais chez un cordonnier qui faisait des superbes pompes, voilà, des trucs tip-top, en cuir, à Paris, enfin vraiment classe, quoi, mais un tout petit truc. Mais en fait, si tu vas pas le voir, le gars, tu te rends pas compte de ce qu'il fait. Tu te rends pas compte de son talent, de ce qu'il est capable de faire et de ce que tu peux lui apporter, en fait. Parce que toi, tu as une notion très, je dirais, réglementaire à la base, mais tu as des idées. Tu as des idées sur des choses qui peuvent être mises en place. Et en fait, si tu vas pas voir le gars, si tu échanges pas avec lui, si tu t'intéresses pas à lui, ben en fait, tu pourras pas le conseiller. Et en fait, tant qu'on n'aura pas compris ça, qu'il faut aller voir les clients, et ça c'est vraiment une notion très importante chez Cocerto depuis longtemps, c'est de travailler chez les clients. Alors c'est vrai qu'à Paris c'est un peu moins vrai qu'en province, qu'à Nantes, à Quand tu dis Rennes. travailler chez les clients, c'est tu vas dans le bureau du client, quoi. Exactement. Tu t'installes avec ton ordinateur et ok. Tu vas chez lui, tu fais la révision. Alors au-delà de te voir, où il a l'impression que tu bosses sur son dossier, c'est pas trop le sujet, Alexis. Mais grosso modo, tu vois comment ça fonctionne chez lui. Et déjà, tu t'intéresses à son activité. Et moi, j'adore ça, d'aller voir les clients chez eux, que ce soit la start-up, que ce soit le boucher, que ce soit le cordonnier, que ce soit la structure de plus de 15-20 millions de chiffre d'affaires, le retail, etc. Mais c'est tellement agréable. Tu te dis, mais en fait, tout ton métier prend vie, en fait. Ça prend vie parce que tu travailles sur des chiffres, certes, mais derrière, c'est des hommes, c'est des activités, c'est du business. Mais du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous recrutez des profils qui sont hors du sérail DCG, DSCG, BTS, comptable, enfin, tu vois, hors du sérail cursus tradi, quoi, que tu formes à la technique, mais en réalité, la technique pure et dure, tu vois, si je reprends ce qu'on disait entre facture électronique, ton outil de prod avec l'affectation qui, nul doute, sera... Allez, en 2027 devrait être à 99%. En fait, tu viens chercher des profils, et ça c'est intéressant aussi de le partager. De ce que je comprends, c'est que tu viens chercher des profils qui sont business friendly ou orientés, en tout cas avec cette culture d'entreprise, cette culture du questionnement, pour pouvoir maintenir ta relation et garder un max de relations et de hauteur sur le business, c'est ça ? Alors tout à fait. Alors aujourd'hui, on essaye surtout de former nos collaborateurs à ça. Surtout de former nos collaborateurs à ça, parce que on a des talents chez nous qui sont sous-exploités. Tu vois, moi j'ai un exemple au bureau, un gars qui est arrivé il y a 1 an et demi. Voilà, il avait une expérience passée, un trou, il savait pas trop. Nous non plus, d'ailleurs, on savait pas trop où on allait. On l'a pris, le mec est tip-top. Il est tip-top, en fait. Tech, il est génial. Business, il a tout compris. Non pas que à notre business, mais au business des clients. Il a un relationnel client énorme. Pour autant, formation comptable très faible. Il en a un petit peu, mais ça reste pas énorme. Et le gars est hyper carré. En fait, à partir du moment où tu lui expliques, il sait très bien faire les choses, de réglementaire de base, mais en plus, il ajoute plein de sujets humains et tech en plus. Donc ça, c'est déjà pour nos collaborateurs. Ensuite, sur les recrutements aujourd'hui, on est au début en fait de la démarche. Donc aujourd'hui, on continue à chercher des collaborateurs plus cursus classique, mais qui vont avoir cette logique un peu plus entrepreneuriale, un peu plus approche business. Curiosité, quoi. Curiosité, exactement. Comment tu fais, je reviens sur l'indépendance, mais si je prends tous tes chantiers, alors je veux bien que tu aies eu un trésor de guerre et que les marges étaient bonnes à l'époque, mais quand je discute avec des cabinets de ta taille, tu vois, on me dit, non mais tu te rends compte du nombre de chantiers que j'ai aujourd'hui, et j'ai ma marge qui s'érode un peu, j'ai l'intégration de l'IA, l'intégration de la facture électronique, la formation, donc ce qui dit formation dit que tu as le budget formation plus le temps passé par ton collaborateur en formation, la hausse des coûts informatiques, du coup à laquelle tu dois pallier un peu car tu as ton propre outil, tu me diras, c'est quand même un point important. En le recevant, je me dis
Comment tu vas garder ton indépendance face à tout ça et c'est quoi aussi, parce que mine de rien, si je suis factuel, ça fait moins de BE à la fin de l'année, moins de dividendes pour les associés, et dans une culture, tu vois, ça peut être des sujets que j'ai parfois avec des cabinets de cette taille, quoi. Alors pour l'instant c'est pas le cas. On voit qu'on travaille aussi tellement bien sur les sujets productivité, approche de nouvelles missions, qu'en réalité on arrive à maintenir nos niveaux de marge de manière très claire, voire même à les améliorer. Mais donc, t'as déjà des effets. Ouais, on a déjà des effets et on travaille très très dur pour avoir des effets encore plus importants, justement pour préparer ce que tu dis, la baisse des prix, des missions dites réglementaires sur lesquelles il y aura une concurrence encore plus importante. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur une baisse de BE. Tu vois, typiquement, notre BE continue d'augmenter parce qu'on y travaille dur et parce qu'aussi il y a une synergie très importante chez Cocerto et certainement dans notre cabinet aussi autour des associés et pas que des associés holding. On a aussi des associés managers. Je l'ai indiqué tout à l'heure. La différence entre associé holding, je suis pas revenu dessus, mais grosso modo, c'est associé expert comptable et manager. Pas forcément. Ok. Pas forcément, parce que dans nos associés holding, tu vois, on a notre directeur de la tech, Romain, qui est notre poisson pilote pour le développement de nos outils, Romain Baguet. On a Gérald qui est associé juriste. Et bientôt, on va certainement avoir une personne aussi sur la partie sociale également, donc qui est responsable de l'ensemble des pôles sociaux. Donc tu vois, on n'est pas que des experts comptables et des commissaires aux comptes aujourd'hui au sein de ces 19 associés holding. En fait, les associés managers, c'est effectivement, alors il peut y avoir des experts comptables et des non-experts comptables, mais ça va être des personnes qui sont encadrantes et qui sont, je dirais, pivots dans les différents bureaux et qu'on souhaite fidéliser et à qui on souhaite partager finalement la survaleur, grosso modo. D'accord, pour faire simple. Et aujourd'hui, tu vois, quand t'as un groupe de 300 et que tu te rends compte que t'as 19 associés holding et 13 associés managers, ce qui fait à peu près 10% grosso modo de l'ensemble du cabinet, en fait, t'as déjà un beau groupe pour avancer sur tous ces sujets. Parce qu'effectivement, tu vois, si Stéphane et moi, on garde tous les sujets à notre niveau, parce que au-delà de ça, il y a aussi la com, il y a tous ces sujets-là aussi qui viennent en plus. En fait, on n'avance pas. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, on est plutôt à diviser finalement, à piloter les différents projets, mais à les partager avec nos associés. Et que l'un prend cette brique-là, l'autre va prendre cette brique-là, mais c'est pas juste la prendre. C'est la bosser en fait, la travailler, la creuser et aller au bout du bout quoi. Et derrière on sort un truc qui soit carré, propre, qu'on peut présenter aux collaborateurs et qu'on peut déployer. Et Romain et typiquement Romain et Gérald sur la partie juridique, ce sont vraiment les personnes assez emblématiques sur ce sujet-là. Où Romain aujourd'hui, directeur de la tech, du développement, on peut l'appeler comme on veut. Aujourd'hui il est totalement autonome, il a ses équipes, donc une vingtaine de personnes, que du dev, des lead tech, des UI UX, enfin des termes. Une boîte tech quoi. Voilà, une boîte tech, des termes qui me dépassent un peu des fois, mais aujourd'hui il est autonome sur son sujet, c'est lui qui bosse le sujet. On fait bien sûr des échanges très réguliers sur potentiellement des positions où il souhaite partager pour voir comment on peut avancer et si on avance dans le bon sens. Mais en attendant, il avance, il a sa roadmap, il sait vers où il doit aller, vers où il veut aller, et on le laisse avancer. Et Gérald, si on prend Gérald sur la partie juridique, parce qu'on a aussi cette particularité chez Cocerto, c'est qu'on a un fort pôle juridique. Tu veux dire quoi, il y a combien de personnes on est à peu près à 40 personnes sur la partie juridique, entre 35 et 40, avec Gérald qui est un associé juriste. Il est pas avocat, mais je pense qu'il est largement au niveau de certains avocats, voire, c'est une question de diplôme, voire mieux. Voilà, c'est qu'une question de diplôme le concernant en tout cas. Mais aujourd'hui, on génère beaucoup de missions sur l'aspect juridique. Et ça ne fait que grimper. Et ça va aussi avec le reste. Ça colle avec les nouvelles missions. Ça va avec le reste, avec les nouvelles missions. Alors tu vas me dire, la question d'après, ça va peut-être être, ok, mais attention, le juridique, avec l'automatisation, etc. Mais effectivement, je te parle pas de l'AG. Non, j'ai bien compris que c'était les missions annexes, des vrais, avec de la réflexion, mais ça veut dire que du coup, tu dois avoir mis
la culture dans le cabinet pour que les collabs qui sont au terrain pur et dur aient le réflexe de détecter la mission et de détecter le besoin pour la passer après au service juridique, et le service juridique appelle. C'est ça le process? Exactement. Ouais. Exactement. Avec l'expert comptable ou le chef de mission qui a travaillé, ou le collaborateur qui a travaillé sur le sujet. Et si je te prends le cas de mon Guillaume que j'évoquais tout à l'heure, qui est la personne qui a été recrutée il y a un peu plus d'1 an au bureau et qui prend son envol, typiquement, aujourd'hui, il est tellement à l'écoute des clients qu'il est capable de drainer de la mission juridique à son niveau. Mais du coup, est-ce que c'est pas... Parce que quand tu décris ton Guillaume, je me revois de l'époque du cabinet, c'est un profil commercial. C'est un profil commercial tech. Ouais. Commercial tech, qui a l'esprit hyper carré et qui aujourd'hui a la confiance des clients. Parce que tu sais, tu peux avoir un profil commercial où le gars il va te vendre effectivement un vendeur de tapis. C'est pas du tout le sujet, quoi. Là, tu vois, avant de vendre son truc sur la partie juridique, il vient me voir, ou il vient voir son chef de mission et dit voilà, moi j'ai tel client, je pense que ça serait pas mal parce qu'il a tel projet de monter une holding, peu importe, enfin un truc assez basique aujourd'hui, mais en attendant, si le collaborateur le propose pas, comment on avance? Tu reviens à la base, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, l'humain, c'est important de le marteler parfois. Le temps passe, j'aimerais encore, tu vois, un peu savoir, parce qu'au tout début, tu as dit les cabinets qui nous rejoindront. Généralement, c'est une phrase que j'entends des cabinets qui ont levé. Non, mais tu vois, c'est quoi le plan où vous voyez Cocerto? Comment t'embarques tous tes collaborateurs qui lèvent pas la main avec toutes les LOI? Et quand tu dis les cabinets qui nous rejoindront, c'est quoi le modèle? Alors, le modèle aujourd'hui, c'est pas de grandir pour grandir. On est très bien aujourd'hui à 290 collaborateurs. C'est parfait. Sauf que demain, on sait que l'enjeu, c'est aussi de faire grandir notre cabinet pour qu'on ait aussi une dimension pour notre logiciel, pour, je dirais, des aspects, je dirais, support et ainsi de suite, de formation et ainsi de suite. Donc le but, c'est quand même de faire grandir Cocerto, mais pas à la vitesse de d'autres, comme ce qui est en train de se passer. C'est d'intégrer des cabinets, effectivement, qui ont la volonté et qui ont le même ADN que nous, en tout cas qui s'en rapprochent. Donc qui ont un ADN d'indépendance, de relations clients, de proximité et une vision long terme ensemble. On n'intégrera pas pour intégrer. Alors tu vois, j'y réfléchissais encore hier. Où je me repensais certains qui quand ils intègrent des cabinets, ils disent en gros on fait un rendez-vous visio de 30 minutes mais on s'arrête pas à ça, on fait pas un rendez-vous visio et puis on envoie une LOI, on fait un rendez-vous visio et puis on fait un dîner après. Sauf que j'ai du mal à croire qu'on intègre un cabinet de 5 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un rendez-vous visio de 30 minutes et un dîner. En fait, il faut qu'il y ait vraiment des synergies en fait entre les cabinets, et ça, pour qui en est, il faut apprendre à se connaître, il faut avoir le même ADN et il faut être capable de partager. Et ça, demain, avec la financiarisation, ce sujet se pose vraiment, parce qu'en fait, tu remarques que tu vas concaténer des cabinets très différents qui se connaissent pas et à qui tu vas demander de travailler ensemble. Et je peux te dire que travailler des fois au sein d'un même cabinet entre différents bureaux, c'est déjà compliqué. Alors je ne m'imagine même pas des cabinets qui autrefois étaient concurrents, ou hier étaient concurrents, et qu'on va dire attendez, on va partager, vous allez bosser ensemble. Ça va pas se passer comme ça en fait. Ça va pas être si simple, même si y a des gros efforts qui vont être faits et qu'ils ont un modèle qui peut-être va fonctionner, mais ça va être très très dur de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et tu le vois, nous quand on bosse. Tu vois, le service social chez nous est aussi un peu atypique sur ce sujet-là, où il y a une dizaine d'années, avec Jean-Pierre, l'ancien président, on avait une problématique où on avait un logiciel, mais chaque bureau avait sa propre base. Donc problème, le jour où tu en as un qui est en maladie, ou tu en as un qui vient pas bosser, comment tu sors les 200-250 payes mois de la personne, sachant que les autres sont déjà full, en gros. On s'est dit il y a 10 ans, on va faire 2 choses. Déjà, on va mutualiser, c'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'une base. Alors tu vas me dire, aujourd'hui, c'est normal. Mais il y a 10 ans, c'était atypique, c'était pas le même sujet. Donc, on a mutualisé tout ça. Tout le monde avait la même base, tout le monde pouvait travailler sur les mêmes bases. Et puis on a fait une autre chose, on a mis en place ce que nous on a appelé très simplement la commission sociale, donc la commission des responsables sociaux qui se voient tous les mois ou tous les mois et demi, une journée entière, ils sont enfermés, et en fait ils échangent d'une part sur des sujets communs, sur des sujets clients,
sur des sujets de chargement de collaborateurs et de déterminer finalement ceux qu'il va falloir aider. Tiens, tel bureau, il manque du monde pour X raisons, maladie, il y a une recrue, enfin voilà, il y a eu un départ, peu importe. Bon ok, comment on fait pour t'aider sur les 3 prochains mois? Moi j'ai un peu de dispo là, moi j'en ai un peu là, et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Mais pour en arriver là, il a fallu 5 à 7 ans pour en arriver là. Tu te rends compte, dans un seul et même cabinet, de se dire qu'on va bosser ensemble, qu'on va partager. Sans qu'il y ait de problématique de se dire attends, c'est ma prod, c'est mes clients. Ouais, alors que t'es censé avoir la même culture, quoi. Tu vois, alors qu'on est censé avoir la même culture. Et quand je vois le temps qu'il nous a fallu pour y arriver, et aujourd'hui on y arrive aussi bien sur l'expertise comptable que sur le commissariat aux comptes, que sur la partie sociale et la partie juridique. Et franchement, c'est quand je vois les équipes échanger ensemble au sein des bureaux ou quand ils se retrouvent, mais c'est tellement magique de se dire, en fait, tiens, il y a un problème à Paris, il y a un coup de bourre, attends, t'inquiète, on va t'envoyer 2 collaborateurs, soit sur place, soit à distance, et on va t'aider en fait. T'as cet esprit d'équipe qui est lié à la même marque, quoi, d'une certaine manière. La même marque et les dirigeants qui l'animent. Parce qu'en fait, on a un gros sujet avec Stéphane, et on adore ça tous les deux, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. Alors c'est vrai qu'on est très animé par le côté sportif, ça, on adore ça, hein, c'est notre kiff. Hein. Alors Stéphane encore plus que moi. Hein. Parce que Stéphane vient d'avoir 50 ans, il fait des marathons, il fait des Ironman. Enfin, ce dont je ne suis pas capable, mais il le fait assez régulièrement, même si je lui dis des fois qu'il faudrait qu'il arrête pour le préserver, mais il continue et il fait ça très bien. Et donc on a ce côté un peu sportif et dépassement de soi aussi qui nous anime. Et aujourd'hui, l'esprit d'équipe, vraiment, c'est central dans nos équipes. C'est central et c'est une chose qu'on veut continuer à véhiculer face à tout l'individualisme qu'on peut connaître dans nos sociétés d'aujourd'hui et certainement dans nos sociétés de demain. On cultive ça et je peux te dire que quand on fait notre séminaire annuel, alors comme c'est le cas dans d'autres cabinets, hein, mais quand on fait notre séminaire annuel, type en septembre, quand on s'est retrouvés tous à Poitiers avec tes équipes, les équipes certifiées à expertise pour la formation, je peux te dire qu'on passe des moments extraordinaires. On passe une soirée extraordinaire, on passe des formations, on est tous regroupés ensemble, mélangés, tous ensemble. Il y a toutes les structures qui étaient différentes dans chaque groupe et tout. Tous les bureaux, toutes les fonctions, mais les gens se parlent. Et quand les gens s'assoient le midi, ils s'assoient pas forcément par bureau en fait. Ils discutent pas forcément que ensemble. Ils s'ouvrent et ça c'est une richesse aujourd'hui qui est pas mesurable en fait. Qui prend du temps. Okay. Et donc les cabinets qui vous rejoindront, c'est tu vas prendre le temps, quoi. Vous allez vous discuter, apprendre et construire sur le long terme. Et déjà ceux qui nous ont rejoints, hein, parce qu'on a déjà intégré des petites structures sur les 2-3 dernières années, et c'est toujours des structures en fait avec qui on a échangé. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a échangé, on s'est mis d'accord sur les préalables, sur la manière d'intégrer, sur la manière dont la personne voulait sortir, et ainsi de suite. Et ça fonctionne plutôt bien en fait. On arrive à l'intégrer, on arrive à garder les clients. Et ça fonctionne correctement en fait. Plus côté manager cette fois, comment t'en arrives à être DG d'un groupe comme Cocerto à moins de 40 ans et j'ai une deuxième question après. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Okay. Sinon après je me perds tout le temps. Alors c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors c'est difficile de parler de soi, mais on va. T'as vu, j'ai attendu la fin de l'épisode. Merci, parce qu'en vrai, dans un monde où on te dit tout le temps c'est lié à l'expérience et tout, et il a dû s'en passer des choses pendant ton expérience. Comment t'en arrives à manager et à driver le groupe? Alors déjà, moi je suis arrivé il y a 11 ans chez Cocerto. J'avais du coup 28 ans. Alors j'ai oublié de le préciser, mais je suis strasbourgeois. Hein, c'est important de le dire. Hein, je suis un vrai Alsacien, pure souche. Hein, c'est important. Et donc j'ai aussi cet esprit de la rigueur. Hein, c'est juste pour illustrer ça. Je suis arrivé donc il y a 11 ans à Paris pour animer le bureau de Paris. Le bureau de Paris il y a 11 ans, c'était 3 personnes, grosso modo. Bon, aujourd'hui, ça en est 33. Donc on a bien évolué effectivement en 10 ans de temps, 11 ans de temps. Et je suis arrivé en tant que responsable de bureau. Mais bon, tu vas me dire, responsable de bureau de 3 personnes. Mais c'est un chef de mission plus, quoi, ouais, grosso modo. Un jeune diplômé, voilà.
Et j'ai été recruté par deux personnes, notamment Jean-Pierre, qui est l'ancien président, et Didier, qui était le président à l'époque. Jean-Pierre était directeur général et Didier était président. Entre-temps, Jean-Pierre est devenu président très rapidement, quelques mois après mon arrivée. Et Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance très rapidement. Je suis devenu associé 6 mois après, quasiment. Alors je crois savoir que ça a eu un peu de remous. Le jeune qui vient d'arriver, qui est déjà associé. Le petit jeune qui vient d'arriver de Strasbourg, alors que ils sont tous de Nantes ou de Rennes, donc aux antipodes, et qui en plus monte sur Paname. On sait même pas s'il va rester sur Paname, en gros, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui se font pas la vie parisienne. Je suis toujours là, voilà, machine à laver, comme tu dis. Et il m'a fait confiance. Je crois qu'il s'est battu aussi pour que je devienne associé et pour que je puisse évoluer. Et puis après, les choses bon an mal an. Alors c'est pas que le développement du bureau qui fait qu'aujourd'hui je suis directeur général. Je pense que c'est plutôt mon appétence à prendre les sujets et aller travailler sur un volet transverse en fait. Parce que moi c'est très très clair. Moi, quand je réfléchis à un truc, je réfléchis pas à l'échelle de mon bureau. Je le réfléchis depuis des années. Je le réfléchis à l'échelle du groupe en fait. Et après, j'en échange avec les associés. Je leur explique. Bien sûr, on le valide avant avec Stéphane. Et dès lors que c'est validé par tout le monde, on y va. On déploie. Et en fait, à partir du moment où tu réfléchis sur ton scope groupe, en fait, t'évolues, tu avances. Alors après, tu vas me dire, il faut aussi que le groupe te laisse l'opportunité d'avancer. Ça va de soi. Et aujourd'hui, le groupe m'a laissé l'opportunité d'avancer. Moi, quand Stéphane, il y a quelques années, maintenant 3 ans, m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien que tu sois mon DG quand je prends la présidence, parce qu'il a pris la présidence il y a quelques années. Tu te dis, j'avais 36 ans à ce moment-là. Tu dis waouh, un groupe de quasiment 300 personnes. À l'époque, on était plutôt 240, 250. Là, aujourd'hui, on est 300. Tu dis waouh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à la direction générale et à Stéphane pour le seconder dans la direction du groupe. Mais en fait, tu remarques une chose, c'est que réellement, je pense qu'il m'a pas choisi par hasard. Je pense qu'on a des caractères qui nous permettent de travailler ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout, même si ça nous arrive aussi de s'agacer de certains sujets, parce qu'on n'est pas en face toujours sur tout, mais derrière on se retrouve toujours, parce que c'est aussi un esprit de consensus, de réflexion, de travail d'équipe. Je reviens un peu là-dessus, et donc le groupe m'a laissé évoluer, a vu mon bureau aussi évoluer, le bureau de Paris, comme je te l'ai dit, il a fait x10 en 10 ans, donc c'est quand même pas rien, même si c'est pas un exploit non plus, parce que ça arrive. Non, c'est une croissance soutenue. Voilà, ça arrive à solide. plein d'autres. C'est une croissance soutenue, mais pas au détriment du collaborateur, pas au détriment du turnover client, parce qu'il y a une forte fidélité des clients aujourd'hui sur le bureau de Paris et sur l'ensemble de nos bureaux, parce que t'as compris que c'était un élément qui était aussi central pour moi. Et aujourd'hui, oui, je suis directeur général à moins de 40 ans, et j'espère continuer à apporter tout ce que j'apporte aujourd'hui, je pense, qui est du dynamisme, qui est de la vision long terme, de la vision tech, de la vision business. Parce qu'en fait, ce que tu remarques aussi de plus en plus, c'est que un cabinet d'expertise comptable, et tu vois, moi je m'en suis rendu compte il y a quelques années, parce que j'avais pas ça en tête, j'étais jeune, je me disais, oui, je suis expert comptable, c'est top. Jeune, à moins de 40 ans, tu restes jeune. Merci. S'il te plaît. T'es un peu plus jeune que moi d'ailleurs, c'est pour ça que tu dis ça. On doit pas être très loin, donc. On a 2 ans d'écart. Reste trop jeune. Donc on est jeune, mais tu vois, j'avais pas forcément cette vision de me dire, est-ce que finalement, je suis plus entrepreneur ou expert comptable. Et c'est arrivé il y a quelques années dans mon esprit où je me suis dit, mais en fait, Cocerto, c'est une société comme une autre. C'est ok, on est une société de service, on a un métier réglementaire, que ce soit sur la partie expertise comptable, sur la partie commissariat aux comptes, ok, on a des sujets très réglementaires sur le social, sur le juridique, mais en soi, on est une boîte comme une autre. On est une boîte qui doit avoir un parcours collaborateur, qui doit avoir un parcours client, qui doit avoir une vision long terme sur quel va être son business demain et comment faire en sorte de pérenniser, de développer sa boîte en fait. Et
je pense que c'est tout ça qui fait aujourd'hui que je suis directeur général. Maintenant, voilà, il y a peut-être des petits sujets à canaliser de temps en temps, parce que ton dynamisme des fois te rattrape. Donc Stéphane fait ça très bien. En me disant, tu veux canaliser, vas-y mollo. Voilà, vas-y mollo. Il y a une réalité terrain quand même, et on peut pas tout transformer. Exactement, il y a une réalité terrain. Donc c'est le binôme fonctionne. Tu vois, j'essaie de réfléchir par rapport à la direction, mais le binôme, il fonctionne très bien. C'est ça qui est important aussi pour diriger le groupe. Exactement, et il fonctionne très bien. On se parle quasiment tous les jours. Il est à Nantes, moi je suis à Paris, mais ça n'empêche pas. On se parle quasiment tous les jours. On échange régulièrement sur des volets stratégiques, même si on fait pas la stratégie tous les jours, qu'on s'entende bien. Et après, on s'appuie aussi, pour être complet, on s'appuie aussi sur un comité de direction de 4 personnes, dont Stéphane et moi faisons partie bien sûr, et avec Alain et Laurent, qui sont 2 personnes à peu près du même âge que Stéphane, qui sont aussi très posées sur des visions aussi un peu différentes. Ils n'ont pas les mêmes typologies de clients, ils n'ont pas tout à fait les mêmes approches. Et aujourd'hui, ce quatuor, au-delà du binôme, fonctionne très très bien. Parce qu'en fait, quand on se retrouve tous les mois pour échanger pendant une journée entière, déjà on prend du bon temps. On vient pas en se disant oh là là, de quoi je vais parler aujourd'hui, etc. Ça se lance tout seul et on arrive à avancer très rapidement. La force aussi qu'on a, c'est qu'on est capable de prendre des décisions rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de distrat. Je veux dire, demain, on a un sujet. Ok, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle Stéphane, on échange un WhatsApp sur des choses basiques du quotidien. Hop, on y va, c'est parti, et on lance. Et ça, aujourd'hui, avoir cette agilité-là, c'est hyper important dans le monde économique dans lequel on est, parce que les choses vont très vite et il faut savoir réagir très vite. Et la deuxième question du coup que j'avais, c'était comment tu arrives à garder, et comment tu fais pour garder un lien avec tes clients dans toutes ces missions, en tout cas, que tu peux avoir. Si déjà tu me dis que tu as un jour par mois de codir, ce qui doit être indispensable, j'imagine, pour faire avancer le groupe et notamment pour vendre des rendez-vous, mais comment tu gardes le lien avec tes équipes, avec tes clients? Ouais. Alors, j'ai un jour effectivement en comité de direction par mois. J'ai aussi des moments où on échange. On a des moments d'échange avec la communication, avec la partie informatique. Donc tous ces sujets-là, faut les mettre dans le planning. Et au-delà de ça, tu as aussi plein d'organisations auxquelles tu participes, des groupements de cabinets indépendants, ce genre de choses. Donc ça aussi, ça t'occupe un petit peu. Mais aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on a tous les mains dans le moteur. Que ce soit Stéphane ou moi, ou Alain et Laurent. Tu restes connecté terrain. On reste connecté terrain. On a tous nos portefeuilles qui doivent être dimensionnés aussi en fonction, je dirais, de nos fonctions chacun, de nos occupations de dirigeants et ainsi de suite, qui doit encore être travaillé, parce que c'est toujours compliqué. Les clients te sont attachés, donc tu vois, je l'ai évoqué tout à l'heure. On a fait x10 en 10 ans. T'imagines bien que j'ai vu chaque client rentrer au cabinet. Chaque client, je veux dire, il n'y a pas un client que je ne connais pas aujourd'hui en cabinet. Alors maintenant, on est 4 experts comptables sur le bureau, donc c'est vrai que petit à petit, il y a des nouveaux clients qui rentrent que je ne vois pas ou moins, mais en attendant, tu as 95% du scope où les personnes me connaissent. Donc au moindre sujet, ils m'appellent. Ils m'appellent ou ils me font un message, etc. Même s'ils savent aujourd'hui que j'ai d'autres fonctions et que je suis pas que dévolu à, je dirais, au bureau et qu'il y a des personnes relais au bureau. Mais effectivement, on reste les mains dans le moteur et ça, c'est un élément hyper important, que ce soit Stéphane ou pour moi. On veut rester les mains dans le moteur. Donc on veut garder des dossiers, on veut garder des liens avec nos collaborateurs de terrain et toujours être dans cette animation-là. On veut pas être des dirigeants qui vont simplement être dans les organisations, à échanger sur du business, etc. Alors qu'en fait, ils sont plus sur le terrain, qui savent plus ce qui se passe en fait réellement. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait notre force. C'est aussi pour ça, je pense que je suis DG et que Stéphane est président. C'est parce qu'on arrive à garder cette approche terrain ancrée territorialement et derrière réussir à mettre ça à profit pour continuer à développer le cabinet, développer les outils, garder l'indépendance. Magnifique. Tu vois, j'ai envie de le laisser en mot de la fin, parce que j'étais en train de me dire, on a fait le bon tour sur ce que je voulais. Je pense que la notion d'indépendance, et c'est pour ça que je voulais dire en mot de la fin, c'est que la notion d'indépendance, elle est bien ressortie à mon avis, et ça, c'était un bon contre-voix. Et je note aussi pas mal de
de, même si tu disais que ça allait vite, de temporalité, tu vois, de non précipitation, de une forme de sérénité, tu vois, d'une certaine manière. Et donc je suis assez curieux. J'aurais eu plein de questions encore du style où tu vois Cocerto, parce que si t'as 40 ans, ça veut dire que tu rouvres une nouvelle page, et donc où tu vois Cocerto dans 10 ans, et nul doute qu'il y aura l'occasion de revenir, parce qu'il va se passer encore plein de trucs. La concentration, mine de rien, ne se fait que s'accélérer. Ça m'a permis de mieux comprendre aussi, tu vois, Impulse Data. Et je me dis quand même que la discussion autour de la table d'Impulse Data, tu vois, s'il y a un dîner qui se suit d'une réunion, il doit y avoir des échanges qui doivent être assez, ça doit être un mix entre ATH, Russe, les levées de fonds. Enfin, tu vois, il y a un petit côté, quand même, où je me dis, si je me mets à la place de l'auditeur c'est ce que j'essaie d'avoir un peu tout à l'heure, tu vois, mais si je me mets à la place de l'auditeur qui est indépendant, 20, 30, 50 collabs, ou 5 collabs, enfin, ou pas de collabs, peu importe, tu dois quand même te poser la question de comment tu peux réagir face à tout ça. Et tu vois, les briefs d'infos que t'as donné là, ça me dit, ok, bah, si moi je suis dirigeant de ma boîte, comment je prends tout ça et comment je l'analyse dans mon dataset? Est-ce que je dois rejoindre aussi un moment dans la concentration un groupe? Si oui, quel groupe, quelle stratégie? Et donc je trouve que dans tout cet échange, on a eu une bonne vision humaine, ta bonne vision en tout cas de ce que ça pouvait être. Donc ravi de cet échange. Où est-ce qu'on peut est-ce que tu as une ressource à partager? Attends, je sors toujours avec un livre moi d'un épisode. Est-ce que tu as une ressource justement, comment tu as développé ou pas d'ailleurs? J'en ai une, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Moi j'adore le livre d'Aimé Jacquet. Ok. Je peux pas dire autre chose. Waouh. Tu m'amènes à. Tu sais, le sujet de Robert, il faut muscler ton jeu, muscler ton jeu. Tu vois, moi je me le dis des fois, tu vois, Jonathan, muscle ton jeu, tout en bien sûr en finesse. Et j'adore en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu lis ça, quand tu lis Aimé Jacquet, quand tu vois Aimé Jacquet, en fait, t'as vraiment l'esprit d'équipe. Alors Aimé Jacquet, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a qui connaissent pas, on sait jamais, il y a peut-être des auditeurs un peu jeunes, mais parce que là tu vois là. Aimé Jacquet qui était le sélectionneur de l'équipe de France 98, bien sûr, qui a fait en sorte que des hommes qui n'étaient pas à l'origine, hormis Zizou, mais qui n'étaient pas en fait les meilleurs joueurs de monde, deviennent après le mondial 98 tous à leur poste quasiment les références. Et en fait, c'est un travail d'entraîneur. C'est un travail d'entraîneur, un travail d'équipe, de faire en sorte qu'ils soient tous en symbiose. Et c'est vrai que quand tu regardes la vidéo sur Robert Pires, quand il le regarde et qu'il lui dit Robert, faut que tu muscles ton jeu, t'es pas Zizou, mais il faut que tu muscles ton jeu. Et que derrière, en fait, le mec, en fait, ça lui a ouvert l'esprit, en fait. Et du coup, derrière, il joue à Arsenal, etc. Et par nature, il est obligé de muscler son jeu, en fait. Et je trouve donc ça extraordinaire. Il y a un livre ou c'est les yeux dans les bleus? Alors c'est les deux. Okay. T'as un livre, je connais plus le nom, mais t'as un livre, et t'as les yeux dans les bleus, en fait, qui est la référence. Alors c'est vrai que moi, je suis de 86. Mais non, mais c'est pour ça que c'est super de remettre. Forcément, j'ai des rêves, j'ai mes rêves. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir des rêves type Guardiola, par exemple, qui doit être à peu près sur les mêmes typologies, ou Luis Enrique, tu vois. Ouais, très bon documentaire sur Luis Enrique sur Canal. Exactement. Qui doit être à peu près sur les mêmes sujets, en fait, différemment. Ouais. Pas la même approche. C'est pas la même façon de parler, mais comment tu drives ton équipe différente. C'est hyper intéressant. Et quand tu regardes la manière dont il drive les équipes, et que toi, tu te projettes dans ta structure, mais il y a plein de choses, en fait, à récupérer. Alors, soit c'est eux qui récupèrent plein de choses du monde de l'entrepreneuriat, soit c'est à nous de récupérer plein de choses de ce monde-là, en fait. Alors, bien sûr, tout n'est pas à prendre, parce qu'on est quand même sur du dépassement de soi qui va très loin, et bien sûr, on sait pas ce qu'on va demander à nos collaborateurs. Mais en attendant, nous, en termes de management et de positionnement, c'est hyper intéressant. Le livre de Aimé Jacquet que je mettrai avec les yeux dans les bleus en note de l'épisode, impeccable. Merci Jonathan. Où est-ce qu'on peut te contacter? Je mets ton LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, par mail, par le site internet Cocerto. Voilà, je suis joignable, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux qu'on peut connaître. Allez, impeccable. Merci beaucoup Jonathan, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci Alexis. Et à très vite pour suivre la suite de l'aventure Cocerto. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que l'épisode vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, du coup, partagez-le au plus grand nombre, mettez 5 étoiles. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.